Vous en avez sans doute entendu parler au cours des dernières semaines. Champion du monde 2018 avec l'équipe de France, Benjamin Mendy a été incarcéré en Angleterre. Accusé de viol, le défenseur de 27 ans est dans l'attente de son procès. Cette descente aux enfers montre les dangers d'une existence menée hors sol et prouve d'une manière plus générale combien le succès et la gloire peuvent se révéler éphémères. Dans son nouveau numéro, l'équipe Enquête a retrouvé la trace de 4 footballeurs dévorés par leurs propres excès ou accablés par la malchance. Nous allons vous raconter l'histoire de Vincent Péricard, passé de la Juventus Turin aux prisons anglaises, de Gara Dembélé, surdoué, flamboyant et excessif, accusé lui aussi d'un viol avant d'être innocenté, d'Amadou Alassane, dont l'ascension fulgurante fut anéantie brutalement après la découverte d'une maladie cardiaque, et de Sidi Kaba, joyau du FC Nantes dans les années 80, devenu sans domicile fixe. Si certains d'entre eux ont réussi à surmonter cette désillusion, d'autres cherchent encore à se reconstruire ou ont sombré dans l'alcool et la dépression. Destin brisé, un documentaire de Jules Béan-Rosa et moi-même sur un montage de Marianne Bougraodo et Guillaume L'Enfant, c'est tout de suite sur la chaîne L'Équipe. Les grands frissons, la gloire, l'argent et la vie facile. Le football s'apprêtait à leur offrir une vie trépidante. Il a 12 ans. Il n'a que 12 ans. Leurs coéquipiers s'appelaient Zinedine Zidane, Didier Deschamps ou Hatem Ben Arfa. Ils portaient les couleurs du Grand Nantes ou de la Juventus Turin. 17 ans, être à la Juventus, je crois que ça peut être extraordinaire. La mort frappe à nouveau le football français. Un accident, trop d'excès, la prison ou un problème de santé ont anéanti leurs ambitions. Pour ce documentaire, nous sommes allés à la rencontre de footballeurs dont la carrière s'est arrêtée brutalement ou s'est lentement délitée. Des destins brisés qui racontent la fragilité d'une vie et parfois la part d'ombre de ce sport. Notre première étape nous a menés à Nantes à la recherche d'un miraculé, Sidi Kaba. La mort tragique du footballeur nantais Seita Doncor, décédé dans un accident de voiture hier, qui a fait un autre mort et un blessé grave. Dominique Leglou. Une route rendue glissante par la pluie, des circonstances mal définies, et la mort frappe à nouveau le football français. Après la tragique disparition de Michel Gomme en début de saison, Seita Doncor et Jean-Michel Labjeuf ont trouvé la mort hier entre Nantes et Saint-Nazaire. Doncor était au volant de sa Ford Escort, Labjeuf à ses côtés. Un troisième joueur, un espoir du club, Kaba, assis à l'arrière du véhicule, est atteint de graves blessures. Le pronostic médical reste réservé. À 23 ans, Seita Doncor, le stopper de l'équipe, était devenu le partenaire de Maxime Bossis au sein de la défense nantaise. Le capitaine du FC Nantes est très affecté par cette tragique disparition au moment où Nantes occupe la tête du championnat de France de football. Successeur de Patrice Riot au sein de la défense des Jaunes, Doncor brillait par ses interventions tranchantes, son jeu de tête et surtout par la qualité de sa relance. On peut se demander aujourd'hui comment le FC Nantes pourra surmonter cette double disparition. Quelques jours après le drame, les caméras de télévision filment les obsèques de Seita Doncor. Au milieu de la foule, un jeune homme de 16 ans soutient sa mère. Il s'agit de Marcel Desailly, le demi-frère du footballeur décédé. Seita Doncor venait de fêter ses 23 ans. Champion de France avec le FC Nantes quelques mois plus tôt, charismatique et talentueux, il frappait déjà aux portes de l'équipe nationale. Sa disparition et celle de Jean-Michel Labéjoff ont profondément marqué les années 80. Mais qu'est devenu Sidi Kaba, l'attaquant surdoué du centre de formation de Nantes, unique survivant de l'accident? 3 ans après le drame, France Football le retrouve à Bastia. En Corse, Sidi Kaba s'imagine encore footballeur. Mais les séquelles de l'accident vont mettre fin à ses dernières illusions. En 1990, il met un terme à sa carrière. 12 ans plus tard, c'est au Mali, son pays de naissance, que nous l'avions revu, un peu par hasard, lors d'une Coupe d'Afrique des Nations. Sidi Kaba avait alors rompu avec le monde du football et découvert celui de la nuit.
Il y a quelques mois, nous avons repris contact avec lui. Il nous a fallu plusieurs semaines de recherche. Après de nombreuses années passées en Catalogne, puis à Ibiza, Sidi est rentré à Nantes. Il a 57 ans, mais sa vie a sombré depuis longtemps. Sans domicile fixe et alcoolique, tenu à l'écart de ses enfants, il a accepté de nous rencontrer pour, dit-il, se libérer d'un poids. Mais le jour du rendez-vous, impossible de le joindre. Allô? Oui, bonjour, c'est Sébastien Tarago là de la chaîne L'équipe, vous allez bien? Je suis là dans 3, 4, 5 minutes. Avec l'un de ses oncles, qui veille alors tant bien que mal sur lui, nous sommes partis à sa recherche dans les rues de Nantes. On va faire comme lui, on va faire le voyou. On va le chercher. Alors, à droite? Ouais. Là? Il n'y a personne. Devant, là. Ah, c'est pas lui, je pense pas. Non, il est jeune, lui. Hein. Bien, on va passer par là. Il est là. Il est là? Il est là. Sébastien Tarago de l'équipe. On avait rendez-vous? C'est lui qui vous a amené? Ouais. Le relève dans la rigne à me roder. Heureusement qu'il était là. Hein? Qu'est-ce que tu as mis en bas là? Tu as caché quelque chose? Ça, c'est mon père. C'est le seul que j'écoute. C'est vrai? Je te jure, c'est le seul. Mais tu l'écoutes vraiment ou pas? Je l'insulte. Écoutez, vraiment, non. Non, mais il me met devant le fait accompli. Et il n'y a que le seul qui me dit la vérité. Il m'a dit, on a discuté un peu. Ah, mais c'est la vérité, je me connais. Hein. Bon, je suis à votre service. La vie de Sidi Kaba est rythmée par les séjours à l'hôpital. 10 mois en 2019 après avoir été agressé par des marginaux, 2 en 2020 pour des problèmes cardiaques. Depuis quelques semaines, il est hébergé dans un vieil hôtel et passe ses journées dans des squats. Le Formule 1, c'est récent. C'est récent, il y a 1 mois. Sinon, moi, je suis dans la rue. Hein. Je dors tôt, je me lève tôt. Et quand je me lève, qu'est-ce que je fais dans ma chambre? Rien, et la télé, après je sors. Quand j'ai de l'argent, qu'est-ce que je fais? Je vais aller chercher à boire et je bois. J'ai rien d'autre à faire. J'ai pas faim. Je pense que c'est une occasion pour que je puisse me libérer de moi-même. Enfin, en fait, je me suis donné mon propre mensonge. C'est-à-dire, je vais être ça pour montrer à qui? À moi-même que je suis capable de me dénigrer. Ouais, mais c'est quoi le but, du coup? Comme laisse tranquille. Ils ont gâché ma vie. C'est qui, il? Ma famille. Né à Bamako, au Mali, Sidi va bientôt fêter ses 15 ans lorsque son père l'envoie en France, chez l'un de ses frères pour suivre ses études. Afin de faciliter l'obtention d'un visa, il abaisse de 3 ans l'âge de son fils. Cette imposture va obséder Sidi toute sa vie. Adolescent, il doit mentir partout, tout le temps. À l'école, avec les copains, les filles et au foot bien sûr, où ses qualités exceptionnelles sont décuplées par ce tour de passe-passe. Le vendredi 18 avril 1980, Roger Giquel lance au cœur du journal télévisé de TF1 un reportage de 3 minutes sur le petit phénomène. Dans toute la France, des observateurs signalent au grand club français la présence d'un oiseau rare et talentueux qu'il serait bon d'engager. Et Nantes vient justement d'en découvrir un. Et tenez-vous bien, il a 12 ans. Il n'a que 12 ans. Il s'appelle Sidi Kaba, il est né à Bamako, au Mali, et pour l'instant, il joue à Blois. Sidi Kaba, 12 ans, dans ses œuvres.
Il joue ailier droit ou demi-offensif et il marque pour l'heure 3 buts par match. Pourvu que ça dure. Bon, le football c'est bien, mais est-ce que tu iras jusqu'au bout à ton avis? Ouais, à mon avis, oui. Je compte y aller jusqu'au bout. Tu es sûr de ça? Oui. Si je continue comme ça, oui. Je suis sûr que j'arriverai au bout. Et comment tu vas faire? Je sais que ça demande beaucoup d'efforts. Ouais, ben, je vais essayer de suivre le rythme. Je vais essayer. Je sais que c'est dur, mais je vais y arriver. L'argent, tu y penses? Non, pas du tout. Si je pense à l'argent, j'y arriverai peut-être pas. Tu sais qu'on peut gagner beaucoup d'argent en jouant au football. Oui, je sais. Mais ça t'attire pas, ça? Non, pas du tout. Et tu vas être une petite vedette aussi. Oh, j'espère. Ça t'intéresse? Oui, mais pas l'argent. Moi, quand tu t'endors le soir, tu penses à quoi? Au football. Je rêve de devenir une vedette un jour. Le FC Nantes vient d'être sacré champion de France quand Sidi Kaba arrive sur les bords de la Loire en 1980. Au centre de formation de la Jaunelière, dirigé par Jean-Claude Tuodo, les jeunes s'entraînent régulièrement avec l'effectif professionnel. Sidi côtoie José Touré, Henri Michel et se lie d'amitié avec cet Adoncor. T'allais bientôt être en équipe première, pour être clair. Mais ouais, j'étais stagiaire. À cette époque-là, c'était des normes. Mais il y a eu l'accident. J'avais 17 ans. La veille du drame, Sidi Kaba a inscrit un doublé avec l'équipe réserve du FC Nantes en déplacement à Viry-Châtillon. Le lendemain matin, à la Jaunelière, cet Adoncor vient le chercher. Quand nous, on a fait le décrassage, à 10h, il est venu me chercher, il me dit hey, on est invité à manger des fruits de mer à Saint-Nazaire. Et c'était chez les parents de mon coéquipier avec qui on avait la chambre à côté, Laurent Aubry. Et je me barrais avec 7. J'étais devant. Et c'était une Ford Escort. Un moment, je me suis allongé de l'autre côté, derrière, pour récupérer. Pardon. J'ai rien vu. J'ai rien vu. Tu t'es endormi à l'arrière de la voiture? Voilà. Comme un gamin. Il y a quelque chose qui a fait dans ma tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les médecins m'ont dit, quand je me suis réveillé, ils sont où mes... Comment t'as réagi quand t'as appris J'ai pas cru. J'ai pas cru. J'ai dit quoi? Moi, le seul souvenir que j'ai, c'est parce que je dormais. J'ai dit à Jean-Michel, hey, on change de place. Je vais dormir, je suis fatigué. Tu t'en veux? Ouais. Encore aujourd'hui? Ouais. C'est ma douleur. J'arrive pas à la effacer. Tu t'en veux juste d'avoir demandé à ton pote de changer de place? Et ça fait mal. Ça fait mal. Pourquoi moi j'ai demandé? T'as jamais réussi à te débarrasser de cette culpabilité? Non. Ça me ronge. Je comprends pas. Ça a détruit ta vie, cet accident? T'as jamais réussi? Totalement. Totalement. Ne pose même pas la question. Totalement. Je suis détruit. Après avoir passé 3 mois en centre de rééducation pour soigner de multiples fractures, Sidi Kaba peut à nouveau marcher et vient saluer le public nantais dans le tout nouveau stade de la Beaujoire. 1 an après l'accident, à force de travail, il reprend la compétition. Au printemps 1986, il entrevoit la lumière. Aux côtés de Didier Deschamps et Marcel Desailly, il inscrit un doublé en demi-finale de la Coupe Gambardella contre Nice.
En finale, le FC Nantes s'incline au tir au but face à la JOCR de Basile Boli. Mais l'illusion ne dure pas, les séquelles physiques et morales pèsent trop lourd. Il ne sera jamais footballeur professionnel. Malgré son désir de raconter son histoire, Sidi n'est pas en mesure de poursuivre l'entretien. Entre deux réponses, il boit énormément. Nous avions prévu de l'emmener à la Jaunelière retrouver Antoine Comboiré, son ancien ami du centre de formation devenu l'entraîneur du FC Nantes. Mais la situation ne le permet plus. Nous nous rendons seuls au rendez-vous. Moi, quand j'arrive de Nouvelle-Calédonie, je me retrouve au centre de formation. Et là, donc, je découvre un groupe de jeunes. Il y a Didier Deschamps, Marcel Desailly, et les plus jeunes, donc Sidi Kaba, Jean-Michel Labéjoff, voilà. Et Sidi Kaba, à ce moment-là, donc, est un jeune crack. J'ai pas peur des mots, c'est ça. C'est un phénomène. Et il est promis un très, très grand avenir. C'est quelqu'un qui avait du tempérament, du caractère, toujours heureux, voilà. La banane. Ouais, un mec avec une grosse personnalité, avec du caractère. Tu te souviens de ce jour où il y a eu cet accident, toi? Ben, je suis obligé de m'en souvenir. Je suis obligé, pardon, de m'en souvenir. Mais vraiment parce que c'est c'est très dur d'en parler parce que moi je suis là et je peux être avec eux dans la voiture. J'ai le souvenir donc de cet Adancourt qui vient avec, il avait une Ford Escort là, une petit bolide quoi. Et je suis au centre de formation ici avec Sidi Kaba et Jean-Michel Labéjoff. Et donc il est là donc à nous attendre sur le parking. Il sort de la voiture et là on a Jean-Michel et Sidi qui disent ah, Antoine on y va, on va ensemble, on part ensemble. Et puis moi je dis non je peux pas y aller. Et ils sont là à me supplier, bah, tu déconnes, fais pas le con, viens avec nous, on va aller passer un petit week-end. Et la chance, entre guillemets, que j'ai, c'est que j'ai ma petite femme et mon fils qui sont au Mans. Je suis obligé d'aller les rejoindre. J'en ai jamais parlé, mais voilà, j'ai toujours cette image où les deux, voilà, je les accompagne, ils vont dans la voiture, je les dis au revoir, et puis ils partent, et puis moi, je vais voilà, retrouver mon épouse et mon fils. Voilà. C'est quelque chose qui t'accompagne depuis, j'imagine? Ah oui, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça n'arrive jamais, pour que Jean-Michel, Seth, soit toujours avec nous et que Sidi puisse voilà, faire ce qu'il a toujours aimé faire, donc devenir un footballeur professionnel. Puis ouais, ça tourne en boucle dans la tête, mais j'aurai toujours cette image-là. Et depuis, j'ai plus revu Sidi. Ce sont des choses qui font mal, et puis de le voir lui, pardon, en souffrance, c'est difficile. Voilà, j'ai eu des nouvelles au début, beaucoup, par Marcel, avec Desch, voilà, dès qu'on se voyait, on parlait donc de Sidi, qu'est-ce qu'il devenait. On savait que c'était de plus en plus dur. Les copains ont essayé de l'aider, tout ça et tout, mais c'était de plus en plus compliqué, quoi. On l'a rencontré, donc il est clairement sans domicile fixe. Voilà, le temps a passé, évidemment, et puis chacun fait sa vie, et c'est normal. Mais quand je te dis ça, ça te fait... Ouais, c'est triste. Voilà, d'ailleurs, ce sujet, quand tu me l'as proposé, ça m'aurait fait plaisir de le voir. Ce week-end, j'ai eu donc des images, des flashs où comment j'allais l'accueillir. J'avais préparé un petit cadeau pour lui, pour le retrouver et puis essayer donc voilà de lui donner un peu d'énergie, un peu de force pour que ça aille dans sa vie, quand même si c'est très compliqué. Voilà. Sur le chemin du retour, nous recevons un appel de l'oncle de Sidi Kaba. Attristé pour son neveu, il a passé un long moment avec lui pour lui demander de retrouver ses esprits. Il nous accueille à son domicile pour que Sidi reprenne l'entretien. Après l'accident, à ton avis, est-ce que c'est physiquement que tu n'as pas pu reprendre ta carrière ou est-ce que c'est parce que dans la tête c'était fini?
dans ma tête. Et pourquoi? Pourquoi ce n'était pas Ben, possible? j'ai jamais accepté pourquoi c'est moi qui suis resté et eux, ils sont partis. Je dis pourquoi. Tu crois que tu as été puni? Exact. Mais puni de quoi? C'est ce que j'ai jamais compris. Parce que j'aurais voulu mourir. Eux, ils sont partis, moi, je suis resté. Mais je suis resté pour souffrir. Alors j'ai dit pourquoi? Ah ouais. J'ai un fardeau en moi. T'as des enfants? J'en ai 3. Ouais. Malheureusement, tu les vois pas aujourd'hui? Et puis, j'ai 3 enfants. J'ai une fille à Barcelone. Je crois qu'elle a 18 ans ou 19, je sais plus. Et j'ai 2 petits garçons ici qui ont 13 et 11 ans. Et ça? Dont le premier qui s'appelle Seth Adonkor Kaba. Pourquoi à ce moment-là le prénommer Seth Adonkor? Tu t'es pas dit que c'était encore quelque chose de lourd? Alors, je me suis fâché avec Marcel Desailly. Parce qu'en plus, je l'ai choisi comme parrain de mon premier fils. Et Marcel Desailly me dit, pourquoi tu... J'ai dit, hey, ne te mêle pas. Quand mon fils est né, je suis allé voir sa mère, j'ai montré Seth Adonkor Kaba. À la mère de... Seth Adonkor et Marcel Desailly. Et elle a réagi comment? Elle me l'a gardé un jour, elle me dit, tu me le laisses. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir ces enfants, ça te donne pas envie de t'en sortir, de te sortir de l'alcool, de te sortir de, même si c'est pas si simple, est-ce que ça c'est pas une motivation pour toi? Moi, j'ai plus de motivation en moi. Je suis vide. Et la seule excuse que je me suis donnée pour être comme ça, c'est l'alcool. Pour dire, voilà, celui-là, c'est un... L'excuse bidon. Le milieu du foot, il t'a aidé un peu? Beaucoup. Ces mains tendues, tu les as repoussées ou qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça? J'ai coupé. Didier Deschamps, Marcel Desailly, ils t'ont un peu aidé, hein, parfois financièrement? Oui. Et t'as pas réussi à prendre cette main pour t'en sortir? Ou tu considères que t'as été abandonné? C'est ça que j'arrive pas à comprendre, en fait. Oui. Alors, comme je dis, je vais dire la vérité. En fait, c'est moi qui me suis désintéressé d'eux. C'était trop dur de les voir réussir si haut? Non, mais je pense que ça peut se comprendre. Ben ouais. C'est moi qui ai coupé le pont. Ils ont tout fait pour m'aider. La manière dont je vis actuellement, c'est moi qui l'ai choisi. Je suis pas tombé dedans. J'ai passé tous mes diplômes d'entraîneur. J'ai entraîné à chaque fois que j'ai touché une équipe, je les ai montés là-haut. Pain. Et à chaque fois que je suis passé quelque part, on me blâme et j'ai dit non, une fois que j'ai fait, moi, c'est bon. Parce que le fait que j'ai pas été, c'est toujours là. J'ai pas été. On en revient à ça. Ouais. Cet accident qui a brisé ta vie? Ouais, totalement. Alors donc moi, j'ai fait encore pire en m'abandonnant. Parce que je dis, si Dieu m'a laissé en vie, c'est qu'il y a quelque chose. Mais quoi? Alors donc... Tes enfants, peut-être? Ouais. Mais je les ai abandonnés. Et je ne voulais pas avoir d'attache. Je les ai abandonnés. C'est pas fini, il y a peut-être un futur? Ah, je suis certain. Un futur radieux, je veux dire. Ouais. Ah non, non, sûr. Sûr. Parce que, en fait, vous êtes arrivé au moment où... tu sais, comme les trains, quand ils changent de rail, ça fait grrr, grrr, grrr. Voilà, je suis dans le grrr, grrr, grrr. Avant d'être stabilisé. 4 mois ont passé. Sidi a quitté son vieil hôtel pour un foyer d'accueil récemment ouvert.
Ici, le personnel le cajole et tente de l'accompagner dans ses addictions. Fini les errances de squat en squat. Il passe ses journées dans cet endroit et souhaiterait désormais revoir ses enfants. Pour autant, il n'en a pas terminé avec l'alcool. Sidi devra surmonter encore beaucoup d'obstacles pour renouer avec le cours d'une vie apaisée. Passé la matinée, nous prenons la route. Sidi a rendez-vous avec son passé. Oh, ça fait longtemps. Content de te voir. Moi aussi. Frère, ça va? Ça fait tellement longtemps. Content de te voir. Ça ne change pas, hein. Ça bouge pas. Je sais. Je sais. Merci beaucoup. Moi aussi. Content de te recevoir. C'est ça. T'étais pas venu me voir avant? Bonjour. Je sais. Vous allez bien? Enchanté. Vous allez? Ça va, Sam? Ça va? Ouais. Je sais, j'ai... T'inquiète pas. Tu veux aller faire un détour? Hein? Ça me ferait plaisir. Allez. Ça me ferait plaisir. Tu te souviens? Ici, là. Et quand on faisait les 3 minutes, là. Là, on vomissait un peu, là, on vomissait. C'était dur, hein? Non, t'inquiète pas, je suis content. Ça fait longtemps. Ouais. Mais tu devais venir la dernière fois, oui, je sais, t'inquiète pas. Et... Tu sais, Oui, non, mais... Je ne peux pas tout expliquer d'un seul coup. Mais à partir de maintenant, je ne vais plus couper le pont. Voilà. OK? Voilà. J'ai tout abandonné la rue. Je vivais dans la rue. Mais moi, j'avais des nouvelles par les copains. Avec Dech me donnait des nouvelles à l'époque. Après, il y a eu Marcel. Mais c'est vrai qu'on avait du mal parce que toi, t'as dû couper, quoi. J'ai coupé. Ouais, mais c'est normal, quoi. Quand t'as vécu donc de telles déceptions, donc c'est un déchirement. C'est pas là, c'est grâce à ma soeur là que j'essaie de me relever un peu. Je suis dans un foyer maintenant. Oui, non, mais j'ai quitté la rue. La fosse, elle est toujours là? Toujours là, mais on va aller. La fosse. Tu sais que quand je viens ici, là, le matin, à chaque fois, j'ai des visages, tu vois, qui te reviennent quand ils passent. Lolo Amis, je vois Lolo Amis, Bruno Baronchelli. Tu m'étonnes. Et tu te souviens quand on joue à la tête, là? Oh la vache, la fosse. Les coups de tête ici, bouh, j'en ai cassé des nez ici. Voilà. Tiens, regarde. Je t'assure. Waouh. Ouais, tu crachais tes poumons, là. Ah ouais. Oh la vache. Ah, ça fait du bien, purée. Voilà, c'est dit. Je suis content de te voir. Moi aussi, je te jure, Antoine. Moi aussi, je te jure. Maintenant, j'espère pour toi qu'il faut que ce soit un nouveau départ. Ouais. Il faut que je me libère. Il faut retrouver... Je sais. La force. Je sais. Ça m'a fait plaisir, mon frère. Pas de souci. Merci beaucoup. C'est un lieu figé dans le temps. Jules Deschazeaux, l'ancien stade du Havre, exhale un charme mélancolique. Y retourner, c'est s'immerger dans le passé. Amadou Alassane n'y avait plus mis les pieds depuis 12 ans, quand sa carrière, alors en pleine ascension, a pris fin brutalement, 3 ans seulement après avoir débuté.
66e minute, moment important de cette partie, l'entrée en jeu d'Amadou Alassane, le joker de cette équipe du HAC. À chacune de ses apparitions, il s'est passé quelque chose. Ça va, ça Je m'en rappelle, c'est mon premier but. Forcément, je peux que m'en rappeler. 94e minute, on joue les ultimes secondes d'une deuxième mi-temps insipide. Coup franc de Hassan Allah, la défense de Châteauroux se loupe complètement. Et Alassane a tout son temps pour effectuer cette reprise de volée acrobatique. Il signe son premier but chez les pros, le but de la victoire pour les Ciels et Marines. Ouf, on respire. Le Havre s'est trouvé un nouvel homme providentiel. Ouais, c'est vrai que ça fait des émotions quand on voit ça, en fait, des images comme ça. C'était là, ce but-là. Ouais. Je rentre en jeu, on fait un 1. Je mets le but du 2-1, en plus qui nous donne la victoire. Mon premier but en plus de ça, c'est... Franchement, je courais partout, je sais même pas où j'allais, quoi. J'étais tellement heureux que... C'est pour ça que quand je vois les images comme ça me... Ah, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, mais ça fait plaisir, quoi, parce qu'on se dit... Enfin, j'ai réussi, en fait. J'y étais, j'ai foulé cette pelouse-là, enfin, le club de ma ville. Enfin, c'est un truc qui manque, en fait, quand on voit ça. Je me dis, mais pourquoi, en fait pourquoi j'ai pas pu continuer à prendre ce plaisir-là, etc., quoi. Mais bon, après, c'est la vie. Ah, ça, pour moi, c'est le plus beau but. Collectivement, il est magnifique. C'est le Barça, là. Là, honnêtement, sur cet accent, même moi, je me suis dit, mais tout ce qu'on a fait, c'était parfait. Voilà, tout en une touche. Quand on voit des buts comme ça, des accents comme ça, on se dit, mais... Enfin, là, c'est que le début. C'est que le début. En plus, on est au mois d'avril. Bon, voilà, j'étais quand même à pas mal de buts, donc je me dis, mais faut que je continue comme ça, puis l'année prochaine, voilà, on va partir, quoi. C'est ton dernier but en Ligue 1 ? Ah, je sais pas, c'est mon dernier but. Peut-être, c'est mon dernier but. Ouais, c'est mon dernier but. Voilà, c'est mon dernier but. C'est le plus beau. Donc, c'est peut-être le destin aussi. Avant d'accepter la fatalité, Amadou Alassane a essayé de forcer sa chance. Nous sommes au cœur du quartier des Neiges, une cité populaire toute proche du stade Jules Deschazeaux. Depuis tout petit, Amadou joue pour le club local, sur ce terrain laissé aujourd'hui à l'abandon. Il a 16 ans quand on lui découvre une maladie cardiaque. Verdict, interdiction de pratiquer une activité sportive. Mais après 7 ans de privation, il décide de retourner sur les terrains. C'était trop dur. Déjà, j'ai tenu 7 ans avant de jouer. Alors que j'aurais pu reprendre bien avant, mais au bout de 7 ans, j'ai craqué et puis j'ai décidé de reprendre. Quels qu'en soient les risques ? Quels qu'en soient les risques. Parce que le risque de ta maladie, c'est la mort subite. C'est ça. Mais à un moment, tu te dis, tant pis, j'y vais. Je me sentais en bonne santé. Je jouais régulièrement avec mes amis dehors, tout ça. Donc franchement, en fait, je pensais pas à ces risques-là, en fait. Je me dis, mais... va te faire plaisir, va jouer. Puis c'est ce que j'ai fait en fait. Toutes ces années en dehors des terrains ne lui ont pas fait perdre ses qualités d'attaquant. Il évolue en division d'honneur à déjà 23 ans, mais attire immédiatement les regards des recruteurs du Havre, qui l'intègrent à son équipe réserve. John Williams, l'agent notamment de Lassana Diarra, détecte lui aussi son talent. Il est arrivé très tard dans le foot, dans le centre de formation. Il était, c'est plus vieux en équipe réserve du Havre. Et il y a un jour, je vois un match de la réserve et puis je vois ce joueur-là qui, c'est un ovni. Qu'est-ce qu'il fait là ? On voit plus grand, plus rapide, plus mature, buteur et beaucoup plus vieux et ça surprend. Amadou Alassane ne se confie à personne sur ses problèmes de santé. En novembre 2006, 6 mois après son arrivée, il signe son premier contrat professionnel avec le Havre. Quelques mois plus tôt, il enchaînait les missions d'intérim et travaillait à l'usine. Il est désormais payé pour jouer au football. J'ai connu la chaîne, j'ai connu d'autres boulots où il fallait mettre le bleu de travail, il fallait se lever à 4h du matin, galérer, se péter le dos. C'est pour ça que quand on est pro, on profite. Et puis on se dit, j'ai de la chance, parce que je sais ce que les gens
ont vécu, parce que j'ai vécu. Donc je me dis, c'est une chance énorme que j'ai en fait d'être là. L'ascension est fulgurante. Au bout de quelques mois, il devient titulaire en équipe première. En mai 2008, Le Havre remporte le championnat de Ligue 2. À 25 ans, Amadou Alassane va découvrir l'élite du football professionnel. On est en Ligue 1. Collectivement, son club vit un calvaire. Mais Amadou inscrit 10 buts et fait sensation. De l'usine à la Ligue 1, il est la belle histoire du football français. C'est le tube de l'année. C'est vrai que la saison Ligue 1 était un peu, on va dire un peu bizarre. Parce que c'est vrai que niveau collectif, c'était pas top, on était dernier. Mais individuellement, elle était magnifique pour moi en fait. Donc c'est vrai que c'était un peu mitigé, on va dire. C'est que d'un côté, on se dit, merde, on est quand même mal classé, on est dernier. Mais d'un autre, on est content parce que on met but sur but. Puis bon, là, on fait beaucoup parler de soi, etc. Honnêtement, j'avais quand même énormément de clubs qui étaient sur moi, que ce soit en France et à l'étranger. Mais en mai 2009, tout s'effondre. Amadou fait un malaise et passe 5 jours à l'hôpital. Les examens révèlent que les parois de son cœur sont trop épaisses. Selon les normes françaises, il ne peut plus jouer au football, ni même pratiquer le moindre sport. Mais tous les pays ne sont pas aussi intransigeants. Après, c'était à moi de prendre ma décision. Soit je continue à l'étranger, soit fallait arrêter, parce qu'en France, c'était pas possible. Mais comment tu réagis à ce moment-là? J'étais pas trop bien, parce que moi, je voulais absolument continuer. Je voulais absolument continuer, parce que d'une, c'est ma passion, et de deux, il y avait quand même beaucoup à faire, quoi. J'étais jeune, tout ça, et surtout que je me sentais bien. Je me suis jamais senti mal en jouant. Pour moi, c'était un peu un crève-cœur, parce que je me disais, mais non, tu vas bien, en fait. Là, t'as une petite passe où tu te sentais pas bien, mais c'était une passe, quoi, ça peut arriver. Donc, tout va bien, quoi. Donc, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Donc, après, j'ai quand même essayé, plus ou moins, on a quand même essayé de trouver une porte de secours à l'étranger. En juillet, Amadou passe des essais en Écosse, au Celtic Glasgow. Mais le transfert n'aboutit pas. À 26 ans, il met un terme à sa carrière. Un coup du sort cruel. Trois mois auparavant, un contrat en or l'attendait en Angleterre ou en Allemagne. À l'époque, le gros contact, c'était Hertha Berlin, entraîné par Lucien Favre, qui venait d'être élu meilleur entraîneur de Bundesliga. En Angleterre, il y avait Wigan qui le suivait, il y avait une discussion avec West Ham. Il aurait gagné entre 1,5 million par saison, à peu près, sur des contrats peut-être de 4 ans, évolutifs. Il aurait été entre 7 et 8 millions d'euros, peut-être, au total, sur un contrat de 4 ans. Ça change une vie, financièrement. Ça change une vie. Et ce qui est terrible pour lui, c'est que, par exemple, dans les contrats anglais, quand vous avez un pépin comme ça, votre contrat, il est garanti. C'est pas le cas en France. En France, vous êtes payé pendant 3 mois et après, c'est l'assurance qui prend le relais. Mais en Angleterre, votre contrat, il est garanti. Donc, admettons qu'il se soit passé la même chose, mais 6 mois plus tard, après avoir fait son transfert, il aurait eu ces 7-8 millions d'euros de garantie jusqu'à la fin de jusqu'au bout, quoi. Il aurait eu tout. Et ça leur a aidé pour planifier la suite de sa vie personnelle, quoi. C'est vrai que j'avais plus ou moins commencé à vouloir construire ma maison, que ce soit pour moi, mes enfants. C'est ça qui a fait mal. Parce que tout compte fait, j'étais obligé de tout annuler. Et donc, j'ai pas pu faire ma maison. Et ça m'a fait mal. Durant quelques mois, il a beaucoup souffert de la situation. Il est aussi entré en conflit avec son club. Comme la loi l'autorisait, ses dirigeants ne lui ont rien versé des 3 années de contrat qu'il venait de signer à 25 000 euros par mois. Les quelques économies réalisées se sont envolées. Les copains du foot ont aidé quand la situation est devenue problématique. Et puis le temps a passé. Il a fallu construire une nouvelle vie. Aujourd'hui, si c'est pas indiscret, tu gagnes combien? Aujourd'hui, je suis à 1 400 euros. Mais après, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai connu, moi, auparavant, ces salaires-là.
Donc ça me faisait pas peur d'y retourner en fait. Vraiment, ça te faisait pas peur? Non, ça me faisait pas peur parce que j'ai connu ça en fait. Quelqu'un qui a vécu que dans un centre de formation, qui a toujours connu ces trucs-là, et demain tu l'enlèves du milieu, tu dis va travailler, cette personne-là, je pense qu'elle plonge. Mais moi, j'ai connu ces boulots-là, je sais ce que c'est, donc ça me faisait pas peur du tout. Depuis 5 ans, Amadou occupe un poste de médiateur à l'Université du Havre. À 38 ans, après avoir rejoué à un niveau amateur malgré les risques, il a définitivement arrêté le football. Il entraîne depuis cette année l'équipe féminine du club de son enfance. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps de prendre conscience de réellement ce qu'il aurait pu vivre, parce que finalement, sa carrière, c'était une météorite. Il a fait un tout petit temps de professionnel. Finalement, la parenthèse, elle était là. C'est pas le contraire. Il a repris sa vie d'avant, il a repris le cours normal de sa vie, avec une parenthèse qui a été enchantée pendant quelques temps. T'es heureux aujourd'hui? Oui, je suis heureux. Je suis heureux parce que j'ai un boulot, j'ai un toit, j'ai 2 enfants. Donc voilà, tout va bien. Mes parents sont en bonne santé, ils vont bien. Donc voilà. Que demander de plus en fait? Je me présente, je m'appelle Gara Dembélé. On recommence. Alors je me présente, Gara Dembélé, je fais partie de l'association Génération 86. Je recommence. Non mais continue, c'était vachement bien. Non, c'est pour lui. Je recommence. Putain, j'arriverai pas. Footballeur, c'est un choix de vie et c'est pas donné à tout le monde. Et il faut avoir beaucoup de discipline, beaucoup de caractère, parce que c'est vraiment un monde de requins. Ce que j'ai envie de faire plus tard, j'ai envie d'être footballeur professionnel. Mais pour ça, on est en train de monter la première marche de la Tour Eiffel. Et si on veut y aller au bout, il faut travailler, il faut écouter, il faut se donner à fond. C'est un documentaire devenu culte dans le monde du football. De 1999 à 2002, à la Clairefontaine suit pas à pas les 24 apprentis footballeurs de l'Institut national du football. Au casting, Hatem Ben Arfa, Abou Diaby, mais aussi Gara Dembélé, dont l'exubérance s'impose à l'écran. Ici, la chose que je préfère, c'est voir des terrains comme ça, là. On dirait des billards, je vous assure. Et le réfectoire, quand on va manger, surtout manger, j'aime ça. Quand on va manger, on a le choix, je vous assure. C'est merveilleux. Et ces terrains si jolis, verts comme un terrain de billard, je vous assure. C'est très... Je vous assure, hein. C'est terrible. Si je te dis Gara Dembélé, tu penses à quoi de manière instinctive? On a été ensemble pendant 1 an dans la même chambre et c'était un peu dans tous les sens, tu vois. Donc c'est un peu la liberté. Bon, c'était un petit nerveux, il s'énervait vite, mais il était très marrant. Il nous faisait tellement rire puisqu'il partait un peu dans tous les sens et il avait ce côté où il faisait rire vraiment tous ceux qui étaient autour de lui, tu vois. Donc j'ai vraiment ça en tête. Gara, avant toute chose, c'était le bout entrant, en fait. C'était celui qui était toujours en avant, toujours le premier, pour tout, pour l'entraînement, pour aller manger, pour faire des bêtises, pour s'amuser. C'était vraiment le leader, en fait, du groupe. Il était aimé de tous, ses coéquipiers, je parle. Oui, il était aimé, parce que c'était quelqu'un qui aimait l'affection, qui savait le rendre. Même les éducateurs aimaient aller vers lui, que ce soit pour le fâcher ou pour le prendre dans les bras. C'est vraiment quelqu'un de magnétique, en fait. Il attirait les gens, en fait, vers lui. C'était quelqu'un qui ne laissait pas indifférent. Hé, Coco!
L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est déjà l'heure. Mais après l'heure, ce n'est plus l'heure. N'est-ce pas, monsieur Diaby? Coquin et attachant, infernal et indomptable, Gara Dembélé est un enfant singulier. Durant 3 ans, Claude Dussault, l'intransigeant directeur de l'INF, a souvent eu envie de le renvoyer, sans jamais s'y résoudre. Le dernier dans cette situation, c'est Gara. C'est, je dois le dire, ma plus grosse déception. Je te le dis bien en face, devant tout le monde. Si tu ne changes pas radicalement, il faut que tu dises au club où tu as signé, je ne suis pas capable. T'as fait beaucoup de bêtises à Clairefontaine? Ouais, à Clairefontaine, j'en ai fait beaucoup. Ouais. J'étais chiant. Hein. J'étais turbulent. En fait, j'étais... C'est moche ce que je veux dire. Hein. C'est que à Clairefontaine, je savais que M. Dussault n'allait pas me virer. Parce qu'il m'avait pris d'affection. J'étais passé à un conseil de discipline. C'est le vendredi. Et M. Dussault me dit, écoute, c'est la dernière fois. Si t'as le moindre problème, on te met à la porte. Donc c'était acté avec tous les entraîneurs. Le lundi matin, je fais une bagarre générale à l'école encore. Voilà. J'étais con, quoi. J'étais un petit con. Mais vraiment un petit con. Mais un petit con qu'on aimait bien. Ouais, qu'on aimait bien. Bon, après, qu'on aimait bien. Je savais quand même taper dans le ballon. Sinon, je pense que M. Dussault m'aurait déjà mis à la porte. Hein. Ouais. Mais ouais, je savais me débrouiller avec mes pieds. Avec la tête, c'était autre chose, à l'époque. Preuve de son talent, l'AJ Auxerre lui permet de signer un contrat stagiaire dès sa première année à Clairefontaine. Gara a 13 ans et touche une prime à la signature conséquente. Il est déjà assuré de rejoindre le club bourguignon à l'issue de ses 3 années de préformation. J'ai signé parce que j'aime pas trop avoir des clubs. Puis je dis à tous les recruteurs, on a le temps. Parce qu'après, on a le temps. Et eux, pendant ce temps-là, ils vont voir d'autres joueurs. Et voilà, tu te fais prendre ta place. Donc, Auxerre, j'ai vu, les locaux, ils m'ont plu, j'ai tout aimé. Donc, j'ai signé. Puis voilà. Et signer en première année, c'est pas un problème. C'est à moi de me donner après. L'encadrement de Clairefontaine n'approuve pas cet engagement précoce avec un club professionnel. Mais comment refuser une telle opportunité sportive et financière quand on vient d'une famille aussi modeste que la sienne et que son papa partage sa vie entre 2 foyers? Il faut aussi savoir qu'il n'a pas eu aussi une enfance facile. Il a grandi un peu dans la pauvreté. Il y a son père qui est décédé assez rapidement, donc il devait gérer ses frères et sœurs et sa famille. Donc il avait aussi cette pression sur les épaules. Et je pense que le fait d'être extraverti, de faire un peu le fou, c'était aussi une manière de cacher en fait la réalité en fait. Auxerre pouvait améliorer la situation de ma famille dans les médias. Après, Auxerre, quand j'ai signé à Auxerre a toujours fait partie des top 3 des centres de formation. Et j'ai gagné le championnat de France national à Auxerre, avec Kaboul, avec Abou Diaby. Comme convenu, après 3 années passées à l'INF, Gara quitte Clairefontaine pour les bords de Lyon. Auxerre est encore une place forte du football français, portée par Djibril Cissé, Olivier Capot ou Philippe Mexès, tous issus du centre de formation. Autant d'exemples à suivre pour le jeune attaquant de 16 ans, alors en pleine ascension. Il arrive à Auxerre. Je me rappelle, moi, j'étais à Lyon, je restais à Sochaux, à Strasbourg, etc. Et tous les week-ends, on voyait Gara Dembélé 4 buts, 3 buts. On me disait, oui, il s'est transformé ou quoi? Je me rappelle qu'à Clairefontaine, lui, son poste, c'est attaquant. Monsieur Dussault, il l'avait même fait jouer arrière droit. Tu vois? Pour te dire que c'était pas l'indispensable niveau footballistique. Et à Auxerre, il arrivait et explosion. Il marquait tout le temps. C'était le meilleur buteur du championnat.
En 44 années à la JOCR, Giroud a vu passer des centaines de joueurs. Impossible pourtant d'oublier Gara Dembélé. Incorrigible, le jeune joueur va l'obliger à prendre une décision rarissime. Il était un petit peu insaisissable, un peu fantasque, gentil, sympathique, prêt à rendre service, mais vous file un peu entre les doigts. Vous jure grand Dieu que il va se coucher tôt et puis on va le trouver en veille à 4h du matin volant de la voiture à Paris. Pourquoi Auxerre a dû se séparer de lui? Quand vous tenez un centre de formation, il y en a un qui va faire le mur un soir, qui va retrouver sa première petite amie. Tout ça, ça arrive. Maintenant, lui, il y a eu 2 fautes graves, je me souviens, la même faute répétée. Il avait perdu son permis de conduire et il conduisait quand même. Et il a été attrapé par la police à Paris à 3h ou 4h du matin et avec un poids d'alcool dans le sang supérieur à ce qui est toléré. D'ailleurs, il a été dans les 2 joueurs que nous avons renvoyés en 30 ans. On ne se séparait pas facilement d'un bon joueur. Pour moi, c'était un échec grave qu'un de nos joueurs nous échappe à notre éducation. Est-ce que le foot, il vous amène trop vite, trop haut, trop jeune? Quand tu pars de chez tes parents, t'as 13 ans, en fait, on loupe aussi notre adolescence. On loupe beaucoup de choses dans la vie. J'ai craqué, quoi. J'ai simplement craqué. Toutes les années où je me suis, entre parenthèses, sacrifié, je me suis lâché, quoi. Mais bien comme il faut. Je me suis un peu détruit tout seul. Parce que j'avais tout pour, sincèrement, pour avoir une belle carrière. À 20 ans, Gara n'a plus de club, mais une belle cote qui lui permet d'enchaîner les essais. Bastia, Newcastle, Leeds et surtout Liverpool, où il reste un mois. Les négociations sont proches d'aboutir, mais lors de la visite médicale, les médecins anglais détectent des résidus de cannabis dans ses urines. Quelques semaines plus tôt, alors qu'il était en vacances, il avait fumé pour la première fois. 3 mois plus tard, il se rend cette fois en Italie pour tenter sa chance avec les 2 clubs romains, la Lazio et l'AS Rome. Un matin, il quitte son hôtel après avoir passé une nuit agitée dans une boîte de nuit branchée de la capitale italienne. Une mauvaise surprise l'attend. Je me fais cueillir devant la gare de Rome. Des policiers en chemise, super bien habillés. Ils ont la classe. Ils ont mis le petit truc. Et voilà, je me retrouve dans un poste de police pendant environ 5 heures. Personne ne me parle. Je vois la nuit qui tombe et on me met dans un véhicule. Je pense que je suis dans un autre poste de police, mais au bout d'un moment, quand on ouvre une grande porte, là, je vois que je suis en prison. Et là, je me dis, ouais, je suis en prison, là. Et c'est le choc. Un footballeur français incarcéré, la nouvelle agite vite les médias italiens. Joueur de l'AS Rome, Riccardo Fati ne tarde pas à apprendre la nouvelle. J'étais dans le vestiaire à l'AS Roma à l'époque, et il y a mon directeur de la communication qui vient me voir, qui me dit « Tu connais Gara Dembélé ?» Je dis « Mais comment tu connais Gara, toi ?» Il dit « Parce que là, il passe sur la rail, dans le journal, il est accusé de viol, il a fait un essai à la Lazio, et apparemment, ça a mal tourné en boîte, tout ça. » J'étais vraiment sidéré. Pour moi, c'est impossible, parce que je connais Gara. Gara, c'est vrai que c'est un fou, c'est une tête brûlée, tout ce que tu veux, mais c'est pas un violeur. Gara, c'est quelqu'un de respectueux, hein. C'est quelqu'un de très respectueux. Le lendemain matin, j'ai eu l'ambassadrice de France qui est venue me voir. Et moi, je lui ai dit, écoutez, madame, j'ai rien à faire ici. J'ai rien fait. Puis voilà, ça a mis du temps. Et puis, je sais que Giroud a fait beaucoup. Je crois que ça a été même jusqu'au chef de l'État à l'époque, pour faire accélérer les choses. Donc,
Donc pour ça, je remercierai toute ma vie. Hein. On a commencé, on a dit, bon, faut organiser la défense. Sa famille, je ne la connaissais pas bien, elle était sûrement une famille modeste de Paris. Elle n'allait pas pouvoir le défendre efficacement sur un tribunal de Rome pour des faits aussi graves. Une chaîne de solidarité se met en place. Younes Kaboul, Giroud et d'autres Auxerrois se cotisent pour régler les frais d'avocat. La défense s'organise et mène l'enquête. Celle-ci permet notamment de découvrir que la victime présumée avait souscrit un contrat d'assurance qui lui permettait de toucher de l'argent en cas d'agression lors de son séjour en Europe. Gara est innocenté, mais il a passé 7 semaines en prison et sa réputation est considérablement ternie. Quand on tape le nom de Gara sur Internet ou qu'on fait un minimum de recherche, c'est ce qui sort la plupart du temps. Donc forcément, ça peut faire peur au club ou aux décideurs. Donc forcément, il a dû s'exiler, il a dû partir à l'étranger pour se refaire. C'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il a bien fait. Devenu indésirable en France après un passage éphémère à Istres en Ligue 2, Gara découvre sans succès les championnats danois et grecs avant de tenter sa chance en Bulgarie. Au Lokomotiv Plovdiv d'abord, puis au Levski Sofia, où il réussira une saison exceptionnelle en 2010-2011. En 39 matchs, il inscrit 37 buts, dont celui-ci, face à Lille, en Ligue Europa. Gara Dembélé devient la star du championnat bulgare. À Sofia, il se déplace dans la voiture blindée du président du club. 2 gardes du corps l'escortent en permanence. Quand il veut faire les boutiques, les autres clients sont priés de quitter les lieux. Mais cette vie de privilégié masque des aspects beaucoup moins reluisants. En Bulgarie, quand on finissait les matchs d'Europa League, après le match, on prend des perfusions, quoi. Des perfs. C'est-à-dire qu'il y a une infirmière en blouse blanche, juste après le match, j'ai enlevé juste mes crampons et je prends des perfs. Parce qu'on a d'autres matchs qui arrivent 2 jours après, 3 jours après. Mais il y avait quoi dans les perfs? Aucune idée. Aucune idée. Le seul truc que je peux vous garantir, c'est quand j'ai signé en Allemagne, il y avait des produits que j'avais dans mon corps qui n'étaient pas autorisés en Allemagne. En fait, je suis arrivé en Allemagne, j'étais dopé, quoi. J'avais des hormones, je sais pas. Des perfs, ouais. Mais tu te laissais faire le truc sans réfléchir? Sans réfléchir, bah, en même temps, quand on avait les matchs le week-end, à tous les coups, c'était moi au test antidopage. Donc, j'urinais dans le truc et apparemment, il n'y avait rien. Tu le regrettes, ça? Bah non. Pourquoi? Ah, Zidane, il a bien pris de la créatine quand il est parti en Italie. En France, c'était pas autorisé. Voilà, il a pris de la masse musculaire. Voilà, il s'est développé. En Allemagne, j'avais une petite boîte, il y avait mon numéro dessus, le numéro 11, c'était mon numéro. J'avais environ 10 pilules à prendre. Après les entraînements, je savais même pas ce que c'était. Il y avait des pilules, c'était énorme. Ça restait coincé. Et je sais pas ce que c'était. Mais voilà. Et si tu les prenais pas, t'avais une amende en plus. En Allemagne. Mais ça fait pas rêver, ça, ce que tu nous racontes? Ça fait pas rêver, mais c'est la vérité. C'est que c'est comme ça. Le foot, les gens, on voit le foot à la télé, mais quand vous êtes à l'intérieur, quand vous avez fait une carrière, que vous connaissez le milieu, c'est un milieu qui est compliqué. Hein. Dans ces conditions suspectes, Gara dispute en Bulgarie la meilleure saison de sa carrière. De nombreux clubs s'intéressent à lui, mais l'attaquant français ne décide pas pour autant de son destin. Fribourg, c'est mon plus grand regret. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai signé à Fribourg, j'avais pas le choix. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Fribourg, il y avait déjà 2 dirigeants du Levski Sofia qui étaient dans le bureau.
Voilà, le contrat était sur la table, c'était comme ça. Mon président m'avait dit clairement, tu ne signes pas, tu ne joues plus chez nous. Et la Bulgarie, c'est pas la France, hein, je vous le garantis. Je peux vous le garantir. La Bulgarie, c'est pas la France. Le message était très clair. Parce que voilà, Fribourg payait content. On est à la limite de la menace. Bah, c'était clairement ça, hein. C'était clairement ça. Et je me suis dit quoi? Bah, c'est mieux que rien. T'as fait une belle saison en Bulgarie. Pars. Les débuts de Gara en Bundesliga sont encourageants. Mais à mi-saison, Fribourg change d'entraîneur et Gara voit son temps de jeu se réduire considérablement. Sa chance est passée, elle ne reviendra plus. Après des dernières expériences ratées en Chine, aux Émirats Arabes Unis et en Suisse, il met un terme à sa carrière à l'âge de 29 ans. Ses excès, les sorties et ses multiples arrestations au volant ne risquaient pas de l'aider à se stabiliser. Il n'a jamais eu beaucoup de chance non plus. Certains savent s'affranchir des règles en toute discrétion. Lui n'a jamais su zigzaguer avec les problèmes. Est-ce que t'as l'impression d'être un poissard parfois? Ouais. Ouais, ma femme, elle me dit tout le temps. Je suis un poissard, moi, pour de vrai. Hein. Ouais, après, ouais, je suis un... Ça veut dire quoi? Un poissard. T'attires vraiment les Ouais, c'est pas vous allez rester avec moi qu'on va se faire renverser par une voiture. Non, quand même pas, mais... Non, mais... Je sais pas, j'ai la poisse, quoi. Bah, en fait, parfois, quand je donne à des gens, en fait, je me fais avoir, quoi. En gros, si tu fais une connerie, toi, tu vas te faire gauler, quoi. Ouais, bah, c'est sûr, ça. Ah, bah, si on va voler dans un supermarché, on est 10, ils vont me prendre moi. Sur les 10. Ouais, la poisse. Sa carrière, tu la jugerais comment? Est-ce que c'est un immense gâchis? Est-ce que, par rapport à son potentiel? Ah oui, totalement, c'est un gâchis. C'est surtout ce qu'il a fait, on va dire, en dehors du foot, qu'il a beaucoup pénalisé et qu'il n'a pas laissé non plus une superbe image. Et c'est dommage parce que, je répète, je dis souvent, c'est vraiment un très bon gars. Même encore aujourd'hui, on est toujours en contact. On communique beaucoup. Gara, c'est comme un frère pour moi. Et c'est vraiment dommage qu'il soit passé à côté de sa carrière. Mais comme il le dit même lui-même, c'est son destin, quoi. C'est comme ça. Je m'en veux pas, mais je me dis que j'aurais pu faire une meilleure carrière. Tout simplement. Ouais, j'aurais pu être en équipe de France, moi. Franchement. Hein. Sans prétention. Hein. Parce que j'avais le sens du but. Hein. Ah ouais. Ah oui. Il paraît. Ouais, je l'avais, ouais. Et j'allais vite en plus. Je vais vite encore, hein. À 35 ans, Gara repart de zéro. Après avoir vécu en Suisse et au Portugal de petits boulots, commis de cuisine ou guide touristique, il est de retour dans l'appartement familial à Puteaux. Généreux, un peu candide, il a dilapidé son argent dans une vie menée à toute vitesse et sans fil conducteur. Demeurent les souvenirs et les amis. Avec ceux de Clairefontaine, il a créé l'association Génération 86 pour raconter aux apprentis footballeurs leur carrière contrastée. Il aimerait aussi s'investir auprès des jeunes dans un club professionnel. En attendant, il a commencé à rédiger ses souvenirs. Pas de titre ni de date de parution pour l'instant, seulement l'envie de se livrer et de tirer le bilan d'une première vie hors du commun. Ses collègues de travail s'appellent Zidane, Inzaghi, Del Piero. Il joue avec les meilleurs du monde. L'homme qui peut-être va valoir 3 milliards. J'étais jeune, j'étais fort, j'étais rapide. La vie était belle, hein? Nesperika! Does well. Après un match, je voyais tout noir. Je me suis dit, je vais prendre des tablettes pour dormir. Si je ne me réveille pas demain matin, tant pis. Ça a été l'événement qui a changé tout dans ma vie. Le 15 septembre 2000, des millions de Français découvrent Vincent Péricard en prime time sur TF1. C'est la musique de l'homme qui valait 3 milliards, ça. L'homme qui va peut-être valoir 3 milliards, peut-être. Pour l'instant, il a tout pour réussir. Il a 17 ans, écoutez bien. Il était à Saint-Etienne, il est à la Juventus de Turin. Ses collègues de travail s'appellent Zidane, Inzaghi, Del Piero. Il joue avec les meilleurs du monde. L'homme qui peut-être va valoir 3 milliards.
3 août 2000, 15e minute de jeu, les joueurs de la Juventus de Turin débordent la défense de Bari. Centre de Maresca et magnifique reprise de volée de Vincent Péricard, un joueur jusque-là inconnu. Les dirigeants de la Juve se frottent les mains. Vincent n'a que 17 ans. « 17 ans, et c'est bien là le problème. Vincent est mineur, son départ en tant que joueur professionnel pour le plus grand club italien est au centre d'une polémique. On ne va quand même pas financer éternellement à coût de dizaines de millions, ce qui est le cas aujourd'hui, nos centres de formation, si les meilleurs de nos éléments sont pris pour 30 deniers. Mais Vincent avait un choix à faire, il n'a pas hésité une seule seconde. À mon avis, un joueur qui refuse une proposition de la Juventus de Turin, c'est une personne insensée et sans ambition, quoi. Depuis qu'il est tout petit, de toute façon, on avait dit que ce serait une star au foot. Quand il revient en France, Vincent aime retrouver les quartiers de Saint-Étienne et la modeste maison de ses parents. C'est ici, loin des stades de foot, que Vincent se ressource et décide de son avenir. Il a la tête sur les épaules, il est très calme. Et il écoute aussi, il aime bien écouter, il est très attentif. À Turin, en attendant de trouver un appartement digne de son nouveau statut, Vincent vit à l'hôtel, un 5 étoiles, le maximum. Le championnat d'Italie est sur le point de démarrer. Personne ne lui fera de cadeau, c'est ça aussi d'être champion, mais il n'est pas seul. Même si je ne suis pas un copain d'enfance, je peux être utile quand c'est le jour. Waouh, super. Ah, ça m'a rendu émotionnel, hein. C'est la vérité, hein. Ça m'a ramené il y a 20 ans. Impressionnant, quoi. J'ai du mal à y croire que c'était moi, ma voix, mes copains. J'étais dans ce milieu avec Zidane, Del Piero. J'étais jeune, j'étais fort, j'étais rapide. La vie était belle, hein. Donc, ouais, ça m'a touché un peu, là, émotionnellement. La folle histoire de Vincent Péricard débute dans le fracas. Un transfert retentissant à la Juventus à l'âge de 17 ans, l'emballement médiatique, l'illusion d'un destin tout tracé. La suite est une invraisemblable succession de malheurs, de petits écarts et de grandes erreurs. La première d'entre elles aura sans doute été son arrivée précipitée à Turin, essentiellement pour des raisons financières et sans personne pour l'accompagner. Ça s'est passé du jour au lendemain. Je me rappelle, une minute, j'étais à Saint-Étienne, jouer mon premier match professionnel. Et une semaine, 2 semaines après, je suis à Turin et je signe et je suis dans un nouveau appartement à Turin, en une semaine, tout seul. Et c'était la première fois que j'ai quitté mes parents, mes amis, tu vois, le confort familial, quoi. Et ouais, c'était carrément impressionnant, quoi, parce que je parlais pas italien. J'étais avec des adultes et d'un coup, on me demande d'être cette nouvelle personne et ouais, c'était énorme, quoi. Malgré le contexte, Vincent tient bon. Meilleur buteur de l'équipe réserve, il a droit à 2 bouts de match avec les pros. Comme ici, face à Arsenal, en Ligue des Champions. Son ascension est en marche. Mais un soir, un simple SMS va avoir des conséquences désastreuses. C'était vraiment tout bête, quoi. C'était un soir avec mes 2 compatriotes français aussi à la Juventus. Tu vois, on est jeunes, on disait on fait quoi ce soir? Et donc on décide d'envoyer un message à notre tuteur italienne, celle qui nous apprend italienne, juste d'une manière vraiment amicale, quoi. Et on lui demande hey, tu fais quoi ce soir? On va boire un verre, tu veux nous joindre? Et on ne savait pas que cette personne-là, c'était la maîtresse de l'une des directeurs de la Juve. Et ils étaient ensemble en ce moment-là qu'elle a reçu le message. Tu crois vraiment que c'est ça qui a tout déclenché? 100%. Il n'y a rien d'autre. Demain, j'ai vite d'y penser parce que je me suis dit, ma carrière à la Juve ou ma destinée à la Juve, elle a vraiment basculé à cause d'un petit message, quoi. Qu'est-ce qu'ils te disent à la Juve? Ils te le disent clairement ou... Ouais, dès qu'on a envoyé le message, je reçois un téléphone de l'un des directeurs et il me dit, vous 3, demain matin, dans mon bureau. On est allé au bureau et après 10 minutes, il fait, toi tu vas ici, Vincent, tu vas à Portsmouth. Et on n'a même pas eu le temps de dire quelque chose, c'était un ordre.
Malgré la brutalité de la méthode, le sentiment d'injustice et de déclassement, Vincent s'adapte bien à la 2e division anglaise. Sous les ordres de Harry Redknapp, il dispute 31 matchs, inscrit 9 buts et remporte le championnat. Il décide de rester à Portsmouth, qu'il achète 400 000 € à la Juventus. Avec un salaire de 80 000 € par mois et la montée en première ligue, l'avenir s'annonce radieux. Mais la saison suivante tourne au calvaire. Il subit une cascade de blessures, 4 déchirures à la cuisse gauche et une rupture du tendon d'Achille. En 2 ans, Vincent ne dispute que 6 matchs. Il est totalement ébranlé par la situation. J'étais plus le même Vincent, quoi. J'avais plus la même rapidité, la même force. J'avais plus trop de motivation. Ça veut dire que les entraînements, j'étais plus aussi sérieux. Je commençais à penser à autre chose. C'est une spirale infernale. Ouais. On s'entraîne moins, on est moins motivé. Ouais. On se blesse. On se blesse. Et on a toujours l'argent. Mais l'argent, à ce temps-là, il t'aide à faire des conneries. Quand on est dans cette situation, on a beaucoup de frustration, on a beaucoup d'énergie, on a beaucoup de colère. Et au lieu de trouver un bon moyen de gérer tout ça, on s'échappe dans l'alcool, dans les, comment on dit, gambling. On va parier, ou les femmes. Je me rappelle, il y a des moments où je me suis dit, allez, je m'en fous de tout, quoi. Je vais juste en profiter, quoi. Comme je dis, parce qu'on s'entraînait que juste de 10h du matin jusqu'à 12h. Et à partir de 12h, on avait toute l'après-midi, toute la soirée pour faire ce qu'on voulait. Quand on joue pas, est-ce qu'on a l'impression de ne plus servir à rien? Ouais. Mais encore, on se cache derrière l'argent. Parce que tu dis, je joue pas, mais ils vont toujours me payer. Donc je m'en fous. En 2007, il commet l'erreur de trop. Contrôlé après un énième excès de vitesse, il déclare que son véhicule était conduit par son beau-père. Pour ce mensonge, la justice le condamne à 4 mois de prison ferme. J'étais carrément en choc. Parce que je me suis dit, j'ai fait un petit mensonge, il me donne une amende, et c'est tout. Mais pas la prison. Moi, Vincent, j'ai jamais été un criminel, j'ai jamais volé, j'ai jamais tapé quelqu'un, I'm a nice guy. À Saint-Étienne, où vit toujours sa famille, c'est la stupéfaction. Son petit frère, Élie, avait 16 ans à l'époque. Il n'a rien oublié. C'était très très difficile. C'était très très difficile pour nous. Et le plus compliqué, c'est on va dire le regard des autres qui posent des questions, qui vous demandent mais votre fils est en prison, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Savoir que mon frère était en prison avec des criminels, enfin, c'était compliqué, ouais. Je pense que c'était le pire moment de sa vie. Il vous en a parlé? Ouais, il nous en a parlé. Mais il nous disait qu'il avait peur, il était avec des personnes qui avaient commis des crimes. Et je pense qu'il était au plus bas là, à ce moment-là. C'était vraiment... il était au plus bas là, à ce moment. En Angleterre, il n'y a pas forcément de cellules VIP comme en France. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu confirmes? C'était comment la prison? Je confirme, il n'y a pas de cellules VIP. Pas du tout. Et parce que quand je suis arrivé en prison, mon colocataire de prison, c'était quelqu'un, je me rappelle, il me disait comment il aimait brûler les maisons, tout ça, et que c'est ce qu'il faisait, quoi. Il vient en prison pendant 1 mois, il ressort, après il revient, et pour lui c'est normal. Et moi je me disais, mais si je lui dis que je suis un joueur de foot, que je suis en prison parce que j'ai menti, il va rire, il va commencer à me taper. C'est quoi le pire que tu as vécu là-bas? C'est une nuit, je dormais pas, et j'entends du bruit. Et le matin, quand je me lève, les gendarmes, ils avaient coupé les portes et la personne qui était dans la cellule à côté, elle s'est pendue. Et je me rappelle le matin, je me dis, waouh, j'ai entendu tout ça toute la nuit là. Il s'est pendu, il était mort le matin. On arrivait à la voir de temps en temps. Et il allait pas bien, quoi. Tu lui en as jamais voulu?
Est-ce que finalement ça impacte votre vie aussi? Non, bizarrement non. J'aurais pu, mais non, j'en ai jamais voulu parce que en fait j'ai toujours vu qu'il était tout seul et je me disais mais ouais, il est tout seul. Moi je serais tout seul dans un autre pays où je ferais des conneries et non, j'en ai pas voulu, j'en ai jamais voulu. Mon frère, j'ai toujours été très fier de lui en fait. Au bout d'un mois, Vincent bénéficie d'une libération conditionnelle. Il retrouve les terrains avec son club de Stoke City. Mais son bracelet électronique se brise à 2 reprises au contact des crampons adverses. Il est à nouveau incarcéré. La deuxième fois que je suis allé en prison, j'ai rien fait. Pas d'exercice. J'étais en colère et je me suis laissé aller. J'avais plus de force de me battre. L'injustice, j'ai vraiment l'impression que le système, le club, tout le monde m'a laissé tomber. Et voilà, après, c'était la chute jusqu'à la retraite. Je voulais pas parler ça à ma famille, à ma mère, parce que je voulais pas qu'elle commence à se faire des soucis. Donc, ouais, j'étais tout seul dans ma souffrance, dans ma chute. Vincent n'y croit plus. Il tombe en dépression et joue désormais pour des clubs de 3e division anglaise. Pourtant, certains soirs, il rappelle le jeune phénomène promis à une immense carrière. Tu te dis quoi aujourd'hui? Je me dis que ouais, c'est quand même, d'un point de vue footballistique, c'est un gros gâchis. Et surtout, d'un point de vue humain, c'est quelque chose qui... c'est une vie qui l'a marqué dans le mauvais sens, malheureusement, même s'il a eu des très bons moments. Ton frère, ça aurait pu se finir en drame, non? C'est pas passé si loin. Franchement, oui, ça aurait pu, ouais. Ça aurait pu, ouais, clairement. Heureusement, il a eu la force mentale pour rester avec nous. Le pire que j'ai vraiment connu, c'était à Stoke, après un match où je suis rentré chez moi. Et ouais, j'arrivais pas à penser, je voyais tout noir. Et je me suis dit, je vais prendre des tablettes pour dormir. Et ils disent d'en prendre 1 ou 2. Mais je me rappelle ce soir, je me suis dit, je vais en prendre 3, 4, 5, 6. Si je me réveille pas demain matin, tant pis. Si je me réveille, tant mieux. C'est là où mon corps, mon esprit s'est rendu compte que j'ai besoin d'aide, qu'il y a quelque chose qui doit changer. Donc d'un côté, ça a été l'événement qui a changé tout dans ma vie. Vincent Péricard a 29 ans et évolue en 6e division quand il se résout à arrêter sa carrière. Après 2 années d'errance, il se ressaisit et prend le chemin de l'université. Victime d'une escroquerie, il est ruiné et doit demander un prêt de l'État pour financer ses études en comptabilité et finance. C'est l'école qui va le sauver. Aller à l'université, ça a été l'une des meilleures expériences de ma vie. J'apprécie plus la vie, parce que je sais comment c'est maintenant de devoir vraiment travailler pour quelque chose. T'es plus heureux aujourd'hui que quand t'étais footballeur? Absolument, 100%. Même moins riche? Moins riche, mais plus heureux. Parce que je vois la vie, elle est tellement belle, il y a tellement de choses à faire. L'engagement avec les gens, c'est plus sentimental. Et voir que, tu vois, tu peux réussir encore, pour moi, c'est énorme, quoi. Ça me redonne toute la bonté, l'honneur que je pense que j'avais perdu au fil parce que j'avais pas réussi. À Portsmouth, où il a mené ses études et où vit sa fille aînée, Vincent s'est construit une nouvelle vie, de nouvelles amitiés, loin du monde du football. On avait des groupes de travail à l'université et c'est là que j'ai appris à mieux le connaître. Parfois, quand on sortait dans la rue, des gens l'interpellaient. « Hé, c'est Vincent Péricard !» Je me demandais ce qu'il se passait. Pourquoi les gens te connaissent? Il y avait aussi des photos de lui au pub du coin. Je lui disais « Mais c'est toi ?»
C'est comme ça que j'ai su qu'il avait été footballeur. Ensuite, il m'a tout raconté. J'aime penser qu'il a tourné la page de tout ça. Il a une vie très différente maintenant. Il est dans le monde de l'entreprise. Il a son diplôme universitaire. Il est plus intellectuel. Il a pris un autre chemin et il a l'air heureux de l'avoir fait. Depuis 3 ans, l'ancien attaquant est entré dans la vie active. Il occupe un poste de conseiller en stratégie clientèle chez British Telecom. Une fierté. Ce matin, il quitte Portsmouth pour se rendre à Londres, où il compte s'installer. Il doit trouver un nouveau logement, sans doute une colocation à l'écart du centre-ville, loin du faste de son métier de footballeur, qui lui a permis de gagner jusqu'à 130 000 € par mois. Hey, how are you? I know you got a meeting at 12, so we can be very quick. It's a nice room. A space to put things. Yeah. Okay. See ya. Peut-être le message, c'est pour dire que le foot, c'est une étape dans la vie, mais c'est pas toute la vie. Et pour moi, je regarde vraiment ma carrière de football, dans le foot comme une chance qui m'a beaucoup aimé, qui m'a beaucoup donné. Et maintenant, toujours en étant jeune, comme je dis, de 20 ans, maintenant j'ai 38 ans, j'ai encore beaucoup d'années pour vraiment profiter. Et donc, ça sert à rien d'être triste. Et c'est un nouveau chapitre qui m'excite beaucoup et qui me rend vraiment content. Vincent Péricard a traversé les épreuves et surmonté un sentiment d'échec qui l'a mené à la dépression. Cette maladie négligée qui touche pourtant un nombre considérable de sportifs. Il se tient éloigné désormais de ce jeu qui l'a rendu riche et célèbre et aspire à mener une existence normale avec le peu qui lui reste. À 38 ans, il a retrouvé l'estime de lui-même et reconstruit peu à peu sa vie. Confrontés à leurs propres erreurs et à leur incapacité à surnager dans un milieu féroce, face au drame ou à l'injustice, d'autres n'ont pas eu sa chance ou sa force de caractère. Pour eux, la vie demeure un long combat à mener.